Marguerite de Witt. Écoutez ça, le titre officiel. Lorsque le rêve mène à l'histoire, l'expérience du visiteur dans l'hétérotopie de la maison-musée, à partir de l'imaginaire de la maison chez Walter Benjamin et Gaston Bachelard. Alors, titre vulgarisé, lorsque le rêve mène à l'histoire, l'expérience du visiteur dans la maison-musée. On découvre ça avec Marguerite de Witt. J'aime les vieux musées, ceux dans lesquels le parquet craque lorsque je déambule prudemment dans leurs pièces, ceux dans lesquels les meubles sentent bon la cire d'abeille, ceux que j'ai parcourus enfant avec ma grand-mère. Je les aime tant que j'ai décidé d'y consacrer ma thèse. J'étudie les maisons-musées, c'est-à-dire des musées qui ont été des habitations privées avant d'être ouvertes au public. Je m'intéresse à l'expérience du visiteur. Que vit-on comme expérience lorsqu'on se promène le temps d'une visite dans une maison-musée? Je m'appuie sur 3 philosophes. Le premier d'entre eux est Michel Foucault. J'utilise son concept d'hétérotopie. La maison-musée est une hétérotopie car on y vit un rapport au temps et à l'espace différent que dans les lieux dans lesquels nous habitons au quotidien. Alors, quand on rentre dans une maison-musée, on peut avoir l'impression de pénétrer dans une maison de tombeau dont le décor a été fixé à la mort de son propriétaire. Le temps et l'espace semblent figés et l'expérience peut se révéler inquiétante. Mais on peut aussi la considérer comme une capsule de temps, c'est-à-dire un ensemble d'objets matériels rassemblés par un individu en vue de transmettre un message aux générations futures. Si le visiteur se montre réceptif au message envoyé, alors on a une rencontre authentique entre le présent du visiteur et le passé du propriétaire de la maison. Rencontrer le passé à partir du présent, c'est ce qui est au cœur des préoccupations du second philosophe auquel je fais appel, Walter Benjamin. Il a étudié l'expérience du visiteur dans les grands musées. Il les considère comme des maisons de rêve et la notion est négative car elle renvoie à une illusion. En déambulant dans les longues galeries des grands musées, le visiteur s'endort, bercé par l'illusion d'un passé éternel. Et c'est une conception de l'histoire à laquelle Benjamin s'oppose. Mais il ne condamne pas pour autant la rêverie. Il existe des rêveries dites actives qui permettent de renouveler son regard sur les choses du passé et de bousculer les ordres établis. Et je fais l'hypothèse que l'hétérotopie de la maison-musée est un lieu propice à susciter ce type de rêverie. Pour soutenir cette hypothèse, je fais se rencontrer Benjamin avec mon 3e philosophe, Gaston Bachelard. C'est un spécialiste des rêveries actives et un grand rêveur de maison. Il examine la poétique des espaces, c'est-à-dire comment des espaces peuvent agir sur nous et nous faire rêver. Alors vous allez me dire, Marguerite, tu es une grande rêveuse. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais j'ajoute ici que j'ai bien pour objectif de montrer que ma recherche a des retombées concrètes et actuelles. Elle va permettre de comprendre du point de vue du visiteur de nouvelles pratiques, telles que l'entrée de la performance ou de l'art contemporain dans le décor ancien de la maison-musée. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Marguerite de Witt. Et elle emportera ce magnifique dessin. Découvre maintenant la thèse de Mathilde Eck. Titre officiel, écoutez bien ceci. Étude et caractérisation du microbiote dans les systèmes aquaponiques et hydroponiques et leur interaction avec la croissance de la laitue. C'est très sérieux, mesdames, messieurs, le titre vulgarisé étant « Les reines de l'aquaponie, édition spéciale bactéries ». Mesdames, messieurs, on accueille comme il se doit Mathilde Eck. Bonjour. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans ce théâtre, avez-vous pris le temps d'observer les gens autour de vous? Avez-vous vous aussi remarqué le retour de la pochette banane en bandoulière? Et du survêtement Adidas aux couleurs douteuses? Eh oui, le monde de la mode a encore une fois fait du neuf avec du vieux. Et manifestement, ça fonctionne.
Alors pourquoi ne pas faire la même chose en sciences? Mais oui, nous aussi en sciences, nous pourrions prendre du vieux, voire du très vieux, car je vous propose de remonter jusqu'en 1200, époque durant laquelle les Aztèques cultivaient déjà des délicieux fruits et légumes sur des lits de culture entourés de canaux dans lesquels grandissaient des poissons. L'astuce? Remonter la vase du fond des canaux enrichis en excréments de poissons pour fertiliser les lits de culture et obtenir de superbes plantes. Malin, non? Très malin même. Ce sont dit les scientifiques qui font actuellement face à des défis comme l'augmentation de la population mondiale et la diminution des ressources naturelles. Ils ont donc décidé de se saisir de cette technique ancestrale, de l'améliorer, de la moderniser pour en faire l'aquaponie, combinaison d'aquaculture et d'hydroponie, culture de légumes hors sol, directement dans l'eau. Ici existent les lits boueux. L'eau des aquariums est directement pompée vers des lits de culture flottants dans lesquels on peut faire pousser presque n'importe quel type de légumes, et ce uniquement grâce aux nutriments essentiels contenus dans les excréments de poissons. Les avantages sont nombreux. Plus besoin d'aller creuser d'immenses carrières de phosphore ou d'aller le chercher à l'autre bout de la planète. On peut même produire n'importe où, sur des sols pollués, en ville ou en plein désert. Magnifique, vous allez me dire. La solution miracle pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050. Eh bien, presque. Parce que l'aquaponie, ça fonctionne, hein, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Et comment? Et voilà ma thèse qui commence. Mon but est de comprendre les équilibres subtils qui règnent entre les poissons, certes, les plantes aussi, certes, mais aussi les micro-organismes. Ces petites bestioles extrêmement présentes dans les systèmes aquaponiques. Tout comme dans le sol d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je vous parle du sol? Parce que dans le sol, on connaît très bien ces micro-organismes bénéfiques à la croissance des plantes. Ceux qui produisent des hormones de croissance ou luttent contre d'autres micro-organismes néfastes. Mon but est donc d'identifier ces micro-organismes, de mieux les connaître, de mieux les comprendre, pour améliorer l'aquaponie, afin qu'en 2050, mesdames et messieurs, nous puissions tous ensemble déguster de délicieux fruits, légumes et poissons aquaponiques, qui sait, vêtus de nos plus beaux survêtements Adidas. Merci de votre attention.